Et bon, il était temps que le film arrive en salle. Pour rappel, depuis sa projection au Festival de Cannes, Megalopolis enchaîne bad buzz sur bad buzz. Sa réception à de base était désastreuse, mais à cela s'ajoutent les embrassades de Coppola sur des figurantes durant le tournage. Elles n'étaient pas forcément d'accord. On a aussi du bad buzz sur du bad buzz, avec la volonté de la part du distributeur de communiquer sur les retours négatifs de Cannes, en affichant le fait que la critique se plante régulièrement sur de futurs chefs-d'œuvre. Manque de peau, les citations utilisées dans le teaser seraient fausses. Et la faute pourrait être attribuée à de l'intelligence artificielle. Ah là là là, la boulette, 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 boulette. De mal en pire. Mais ce qui entoure le film ne doit pas forcément entacher l'œuvre. On peut avoir une sortie bancale, des intentions qui posent question, être la cible de nombreuses critiques, mais au final, tout de même, réussir à être une proposition honorable. Allez, peut-on sauver Megalopolis contre vents et marées ? Megalopolis de Francis Ford Coppola, le monsieur derrière la trilogie Le Parrain, Apocalypse Now, Dracula. Purée, c'est fou de vivre à une époque où le cinéma est si jeune, d'être contemporain de ces grands noms du cinéma. Les années passent et une page va se tourner sous nos yeux. Si vous vous intéressez de près ou de loin au cinéma, vous aurez sans doute entendu dire que Megalopolis est un accident, que c'est étonnant de voir quelque chose aussi boursouflé sortir en salle. Alors évidemment, quand je vais voir le film, j'ai tout ça en tête. Ok, ce que je vais voir se tiendra mal, risque d'en faire trop et n'aura pas de sens global. C'est presque un atout pour le film d'être à ce point détruit avant sa sortie. On n'a pas trop d'attentes. Et alors, résultat, même avec toute la bonne volonté du monde, c'est vrai que ça reste plutôt imbuvable. Je ne dirais pas que ça n'a pas de direction. Son véritable souci, c'est même plutôt de crier sa direction en permanence. Megalopolis se veut être grand, un film sur la chute de l'Empire des États-Unis. Tout ça à travers un fictif New Rome. L'idée étant de comparer notre époque à celle des Romains. Une grande civilisation au sommet du monde, mais qui finira par chuter. Deux grosses ambitions, un gros casting, un film moyen. Moyen à l'image, beaucoup de scènes sont de longs dialogues, filmés en intérieur. Les personnages sont peu nombreux au vu du récit et étrangement importants. Dans l'idée, on suit une bande d'aristocrates qui dirigent tout. Mais alors, tout quoi ? C'est là qu'arrive cette espèce d'étrangeté. Les rôles sont assez flous et on se rattache comme on peut à de petites étiquettes en mode bah, lui c'est le maire, lui c'est le cousin, le fils, la journaliste. Certains diront il y a trop de personnages. Non, trop de personnages, trop peu écrits, oui. Ce qui me dérange le plus et qui crée presque un blocage, c'est l'absence du peuple. Il y a ceux qui dirigent et ceux qui subissent les dirigeants. Et j'ai comme l'impression que cet ordre n'est pas remis en cause par Coppola. Le malheur du bas peuple est évoqué, mais ils n'auront pas d'importance dans le récit. Ils n'ont pas de rôle. Les changements du monde et cette utopie seront possibles grâce aux gens du haut, les gens d'en haut. Ça me laisse un peu perplexe sur la vision du peuple dans Megalopolis, une sorte de masse sans le sou et insignifiante. Quoi qu'il en soit, je ne crois pas que Coppola ait raté son film. Bien au contraire, il en est même fier. Et là, c'est à nous de comprendre pourquoi. Je pense qu'il a bel et bien accompli son idée d'origine, mais que celle-ci ne permet pas de mettre au point un bon film. On est condamné à un rendu médiocre. Sur son carton-titre, Megalopolis ajoute distinctement une fable. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça donne du sens à la plupart des défauts du film. Qu'est-ce qu'une fable ? Larousse nous dit « La fable est un court récit allégorique, généralement en vers, ça explique la colorimétrie du film, qui se conclut par une sentence morale qu'on appelle la moralité. Se lancer dans un film où les personnages, les événements, ou l'ensemble sur base de péplum est avant tout une symbolique et en écho à l'histoire romaine et tout un tas d'événements des États-Unis. Ça donne quelque chose d'indigeste. Pour illustrer cette accumulation, voici quelques mots de Coppola venant du dossier presse. L'histoire allait se dérouler dans une sorte de New York stylisé.
dépeint comme le cœur du pouvoir mondial. Et Cicéron en serait le maire à une époque de vastes tourmentes financières, à l'image de la crise financière qui s'est déclenchée lorsque Dinkins était maire de New York. César, de son côté, serait un maître bâtisseur, un grand architecte, un créateur et un scientifique inspiré à la fois de Robert Morse, tel qu'il est évoqué dans la brillante biographie The Power Broker, mais aussi des architectes Frank Lloyd Wright, Raymond Loewy, Norman Bell Gates ou Walter Gropius. Une prononciation qui souligne à quel point je connais ces personnages. Une fois ce postulat de départ posé, j'ai fouillé dans mes albums pour en extraire les affaires new-yorkaises les plus intéressantes. L'affaire criminelle Claude Van Below, le scandale Mary Cunningham-Jane Hadji Bendix, l'émergence de Maria Bartiromo, une très belle journaliste spécialisée dans les infos financières et surnommée The Money Honey par les traders de la bourse de New York, les folles soirées du Studio 54 et la crise financière qui a secoué la ville qui a été sauvée de la banqueroute par Félix Rohatyn. Oh, même à lire, je galère. C'est généreux. Et le film est probablement passionnant à analyser sur ce plan. Les historiens des États-Unis vont se faire plaisir. Mais la fable se doit de rendre accessible par une première couche de lecture évidente. Imaginez Jean de La Fontaine vous faire un film de 2 heures sur le lièvre et la tortue. Au début, tu comprends le parallèle, puis à ça s'ajoute un lapin, c'est rien à voir avec le lièvre, puis la carapace de la tortue, on ne sait pas pourquoi elle deviendrait bleue, et cette même tortue se met à rouler en vélo, et elle embarque avec elle toute une famille de cloportes communistes. Wow, ok, je vois plus trop l'idée là. La base de la fable, c'est de faire simple pour exprimer une pensée plus complexe, une image, quelque chose d'abstrait. Si, quelle que soit la lecture, c'est un petit peu le bordel, on ressort avec une impression fouillis. Et je vous l'accorde, on est loin d'un bazar incompréhensible comme je pouvais l'imaginer avant d'aller en salle. Mais c'est déjà trop complexe pour cette envie d'avoir des airs de fable. Et je me questionne, est-ce que Coppola n'en dit pas trop, justement? Il expose les intentions du film, s'interroger sur la chute d'une civilisation. Son film regorge de symbolique, avec une politique conservatrice, une politique révolutionnaire, la presse, l'armée. Et pour s'interroger sur la chute, il la met en scène. Est-ce que faire une fable pleine de symbolisme ne consisterait pas plutôt à alléger l'échelle du propos? Je sais pas, en choisissant plutôt de montrer une faillite d'entreprise, la dislocation d'une famille à travers un huis clos. Si Megalopolis veut être une fable, je trouve que ça va pas totalement dans ce sens. Ça donne cet aspect de vouloir faire grand, tout en ayant des airs de rester petit. Cette fable, ça explique aussi pourquoi les personnages semblent écrits à la truelle. Ce qui les définit avant tout, c'est le symbole qu'ils incarnent. Coppola a vu grand en souhaitant faire un film à double lecture. Le problème, c'est que ni l'une ni l'autre des lectures n'est vraiment satisfaisante. C'est sans doute tiré sur l'ambulance, mais je tiens quand même à souligner l'aspect artificiel du film. Évidemment, cette volonté de fable y contribue grandement. Donc, c'est un choix. Comment rendre crédible des personnages représentant une idée? Ça donne des espèces de stéréotypes incarnés. La journaliste qui étend son emprise sur le pouvoir, la nouvelle génération politique qui cherche à abattre l'ancienne en utilisant le peuple en colère, un peuple qui semble tout droit sorti de Gotham. La ville est noire, les gens sont gris, ce manque de nuances est légitime pour mettre en place un second niveau de lecture, mais c'est au détriment du premier. On a un recul sur l'histoire, difficile de se laisser porter par le récit. Les dialogues entre nos personnages sont plus proches du théâtre que du cinéma, renforçant une impression de superficialité. Vous comprendrez que tout ce que j'énumère depuis tout à l'heure, ça rend le film difficilement appréciable. Et pourtant, tout ça, ce sont des partis pris. On parle d'accident, je suis pas sûr que ce soit un accident. Mais c'est un film qui déstabilise en effet. Coppola réunit passé, présent et futur dans son récit. À l'image, ça donne des gens en tenue romaine, dans une ville style New York, mais pouvant arrêter le temps, on ne sait pas pourquoi, via une matière tout juste découverte, le mégalon, du symbole, du symbole, du symbole. Et en même temps, pour comprendre le côté intemporel de Mégalopolis, est-ce essentiel toute cette New Rome avec costume romain, prénom à la Cicéron, César? Je trouve que ça fait partie des nombreux éléments qui créent une surcouche. Surcouche où le spectateur s'enlise petit à petit, diluant cette réflexion sur
qu'est-ce qu'on fait de la société, comment on vit ensemble, quel futur on imagine. Non, on se perd dans des détours. Et puis, petit à petit, étonnamment, le film prend un chemin très optimiste. Comme si le pitch de départ était renié. La civilisation romaine a chuté, mais les États-Unis, eux, triompheront. Ils trouveront un moyen de perdurer. J'imaginais Megalopolis comme un message d'alerte sur la fragilité de la planète, de nos civilisations, et j'ai le sentiment que tout ça se conclut sur un espèce de déni, sur une utopie accomplie. C'est rassurant, cette humanité qui rentre dans une nouvelle ère via une découverte qui sauvera le monde. Ça me donne le sentiment que Papy Coppola, il veut partir apaisé, laissant derrière lui un monde qui va bien. Comme un besoin de se sentir rassuré sur le fait qu'un prix Nobel va nous sortir de la galère, qu'un politicien qui aime le peuple veillera à son bien-être. Ouais, pourquoi pas. Difficile de critiquer un message d'espoir. Ça ne court pas les rues. Il me semble tout de même, dans le film, difficile à justifier et assez grotesque. Voilà. Bon, mon avis me semble tout aussi fouillis que le film. Coppola livre quelque chose dont il semble fier. Et ça, pour un auteur, c'est le plus important. Cet étrange résultat ne vient donc pas d'une production cherchant à satisfaire le public, d'un algorithme cochant des cases. Eh ben non, ce n'est pas bon, mais bien par choix humain. Réjouissons-nous, ce film est loin d'être un produit aseptisé, vu et revu. Mais ça n'en fait pas un bon film. Et j'ai vu bien pire cette année. Mais soyons tout de même honnêtes, sur un Coppola, on attendait Megalopolis comme l'un des grands films de 2024. D'emblée, c'était direction les Oscars. Pourtant, on peine déjà à comprendre sa sélection en compétition officielle au Festival de Cannes 2024. Pourquoi pas? Là encore, ça change. Le film aura des défenseurs, et ils seront sans doute passionnants à écouter, notamment par toutes ces symboliques dont regorge Megalopolis. Bref, si vous en faites partie de ces défenseurs, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour contrebalancer mon avis, qui oui n'est pas hyper positif. Voilà, on termine là-dessus concernant Megalopolis. Merci à vous, on se retrouve assez rapidement, et salut!